Alors on va continuer sur le système 3D avec le deuxième D. Le deuxième D, après le D pour la diète, le D pour le dynamisme. Alors, pourquoi ce terme de dynamisme? En quoi ça consiste? Donc ici on va parler de toute l'activité physique et au système 3D, que ce soit l'activité physique basique, donc de la marche, le travail au quotidien, tous vos déplacements conscients dans votre activité, dans votre vie de tous les jours, ou en soi même votre métabolisme basal. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la diète. Donc votre métabolisme basal, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la consommation énergétique induite par votre corps au quotidien. C'est-à-dire que votre corps, pour fonctionner normalement, consomme une certaine quantité d'énergie qu'on peut calculer en kilocalories. Donc pour un homme, c'est à peu près entre 2000 et 2500 kilocalories par jour, pour un homme non sportif. D'où le fait que je vous ai recommandé de vous mettre à 2000 kilocalories pour quelqu'un qui voudrait commencer à calculer son apport alimentaire. Excusez-moi. Ok. Donc apport qui représente, comme je vous l'ai dit, donc les kilocalories, une unité de mesure qui est estimée donc en brûlant des aliments. Comme si votre corps était une fournaise qui brûlait l'énergie, donc sous forme de macronutriments, glucides, lipides et protéines, et les micronutriments, les vitamines et les minéraux, pour tourner, pour fonctionner. Donc pour base, 2000 kilocalories. Donc l'activité physique inconsciente, le métabolisme, et l'activité physique consciente, douce, on va dire, donc la marche, le port de charge, toute l'activité qui est sollicitée en fait. Ensuite, on a l'activité physique plus forte en fait, le sport. Et tout ce qui est activité donc modérée et intense. Donc l'activité légère, c'est ce dont on a parlé juste avant, à un rythme plus doux, qui ne sollicite pas trop les muscles, ni le cardio, ni le cœur. Donc là, activité physique intense, on pourrait parler de course à pied, de sprint, de sport de force, d'entraînement en salle de sport, au poids du corps même. Tous les sports en général, qui demandent un certain niveau, une certaine intensité musculaire et cardiaque. Donc là, on peut parler justement par rapport au cœur, des différentes phases respiratoires. Pour ça, très bon outil, je vous le conseille, si vous voulez vous mettre au sport. Donc une montre connectée. Sans vous donner la marque, je ne fais pas de sponsoring, mais une montre connectée, digitale, donc qui affiche l'heure, le nombre de pas dans la journée, on va en parler, c'est important. Là je suis à 1400 parce que j'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui. J'étais en train de jeûner et c'est sur mon jour de repos où je travaille pas. Parce que d'habitude en tant que serveur je marche beaucoup plus. Donc les pas, la musique, le pourcentage de la batterie, il va falloir que je la recharge après. Nous avons aussi la météo. Et ici il fait 20 degrés le soir, c'est plutôt pas mal. On a la qualité de l'air, le taux d'humidité, on est à 59%. Le soleil se couche à 7h moins 10 chez moi. Ok. Ok. Des protocoles de sport aussi qui sont intégrés. Donc ça se fait comment? Ça se fait par la mesure du pouls et de la respiration. Avec un capteur de pression. On a une sonde d'oxygène aussi pour mesurer le taux d'oxygénation du sang. Ok. Le nombre d'heures de sommeil. Ce qui est important avec le protocole que je vais vous donner juste après, le nombre d'heures de sommeil, qui sera régulé petit à petit. La fréquence cardiaque, si vous faites du sport. Et enfin là, les zones de fréquence cardiaque. Donc, on a sur cette montre 5 zones de fréquence cardiaque. Donc on a d'abord la zone de fréquence cardiaque légère. Donc ce qui correspond à l'activité physique modérée et légère, qui est consciente mais qui n'est pas du sport en soi. Donc vraiment c'est vraiment l'activité physique du quotidien ou alors de la pure endurance. Donc l'activité physique cardiaque légère. Ensuite,
si je retrouve. Ensuite, l'activité physique intensive. Donc là, on monte d'un cran. Donc c'est sur un rythme encore un peu plus soutenu. Et ce sera le cas, on passera d'un grade à l'autre à chaque fois. Ok. Par la suite, nous avons la fréquence cardiaque aérobie. Donc aérobie. Donc, qui fait référence à l'air, aéro, et l'utilisation de l'oxygène au maximal. Donc là, le corps va un peu plus monter la cadence, on va dire, et utiliser de plus en plus l'ATP. L'ATP, qu'est-ce que c'est? C'est l'adénosine triphosphate. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, c'est le nom d'une molécule utilisée par le corps qui est un carburant d'énergie en fait. C'est le résultat de la combustion des différents carburants du corps pour former l'ATP. Donc adénosine triphosphate qui devient après l'ADP, l'adénosine diphosphate, en brûlant un phosphate, dérivé du phosphore. Donc ça utilise le glycogène et les graisses stockées par le corps pour produire de l'énergie. Donc à partir de l'aérobie, on est vraiment sur ça. Et j'ai oublié d'en parler, mais les glucides sont vraiment utilisés lors des phases intensives et aérobiques. Donc la phase juste avant est celle-ci. Ensuite, on est dans l'anaérobie. Pourquoi anaérobie? Donc sans aération, sans respiration. Parce que le corps commence à saturer son niveau d'oxygène et de dioxyde de carbone. Donc en fait, le niveau d'oxygène sont très limités et ils supportent de moins en moins l'effort en fait. Donc le corps commence à produire de l'acide lactique. Donc l'acide lactique, c'est un composé. Vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes sportif. C'est un composé qui induit comme une sensation de brûlure dans le muscle, de douleur, qui fait que ça limite notre endurance et ça nous permet justement de savoir à quel point notre endurance est élevée. Et à quoi ça sert concrètement en fait? C'est un système de sécurité. Un système de sécurité, pourquoi? En fait, il faut imaginer que notre corps est... Imaginez le corps comme une sorte de machine musculaire. Une machine musculaire complexe. Quand vous faites un effort intense ou de longue durée, vos muscles vont brûler. Pourquoi ils brûlent? De un, c'est une limitation. Une limitation à quoi? À la casse. En fait, tous nos muscles sont bridés. Et pas au niveau musculaire, ils sont bridés par rapport à la connexion cerveau-nerf. Ils sont bridés de façon nerveuse. Chaque muscle est dirigé par les nerfs qui sont reliés au cerveau. Et en fait, vous êtes limité en termes de force et d'endurance par rapport à votre cerveau. Il va brider vos capacités musculaires conscientes, on va dire. Limites qui peuvent être relevées en fait petit à petit avec l'entraînement. Donc la soumission à un effort constant, un effort régulier, qui va petit à petit débrider vos capacités physiques et vous permettre de vous améliorer. Là, je vous explique concrètement le phénomène de progression musculaire et nerveuse de force. Et je pense que peu de personnes expliquent comme ça. Donc en fait, l'entraînement et la progression physique, ce n'est pas forcément créer quelque chose de nouveau, mais c'est simplement un débridage. C'est le débridage de votre potentiel d'endurance, de force, d'hypertrophie musculaire, donc de croissance des tissus musculaires, d'explosivité et autres qualités sportives. Donc, c'est un bridage, un bridage naturel. Donc, quand vous ressentez ça, naturellement, vous êtes forcé d'arrêter, petit à petit. Enfin, ça sert de liquide de refroidissement, si on peut dire ça. Une sorte de sensation de liquide de refroidissement qui vient jusqu'au nerf aussi, pour éviter que vous surchauffiez. Et ça, c'est surtout dans les cas d'endurance, comme les coureurs de marathon, de trail, ultra-trail. En fait, l'acide lactique va empêcher que vos muscles surchauffent littéralement par le fait de continuer des efforts répétés encore et encore pendant des heures. Bon, ça ne concerne pas tout le monde, mais je vous explique le phénomène à une certaine globalité, pas de fond en comble, mais à un certain niveau. Et donc, rien que le fait de faire un mouvement comme ça, là je produis de l'énergie.
Mon corps produit de l'énergie. J'utilise mon biceps pour tracter mon bras, pour tracter mon avant-bras. Donc là, je tracte mon avant-bras. J'utilise de l'énergie. Je crée de la chaleur. À chaque mouvement, je crée de la chaleur. Tout le monde sait qu'en cas de froid, si on bouge, on a plus chaud. C'est logique. Voilà. Donc, imaginez un coureur qui court depuis des heures, fait le même mouvement mais pour ses cuisses. Ok? C'est-à-dire que c'est sa cuisse, ok? Il court. Ses quadriceps, donc les muscles à l'avant brûlent. Ses ischio-jambiers, les muscles à l'arrière, situés ici, brûlent aussi. Ses fesses. Ses fesses brûlent, oui. Oui, les fesses sont utiles pour se propulser, comme je vous l'ai déjà dit. Les mollets brûlent. En fait, si la chauffe n'est pas assez importante, s'il n'y a pas de système de chauffe, on n'arriverait pas à réguler notre corps naturellement pour prendre conscience que nos muscles commencent à surchauffer littéralement. On sera en train de cramer sur place, on sera en train de cuisiner nos muscles. Si on faisait des efforts sans avoir de système de régulation. De système de régulation à l'activité, à la chaleur et à la force. À la force aussi pour ne pas se blesser, pour ne pas créer de déchirure non plus, par un effort trop intense qui pourrait nous faire du mal. Donc, en résumé, on a un bridage de force dans le cadre d'une activité intense pour éviter les déchirures. Et on a un bridage d'endurance dans le cadre des activités d'endurance pour éviter la surchauffe. Surchauffe, qu'est-ce que ça cause? Déchirure musculaire aussi. Nécrose des tissus. Système nerveux flingué aussi, complètement. Voilà. Je pense que c'est un bon résumé. Et j'ai vu personne parler de ce sujet de cette manière-là. Donc je suis plutôt content, là, c'est pas mal. En impro comme ça, putain. Ok. Ok. Donc, j'en étais à la fréquence cardiaque. Donc voilà, anaérobie. Ensuite, on a la VO2 max, donc le volume d'oxygène maximum. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est la fréquence cardiaque, enfin, c'est le niveau de fréquence cardiaque le plus élevé qu'on peut exercer, qu'on rencontre. Et ce test-là de la VO2 max, il est souvent fait en course, avec des durées à respecter. Des durées en course, des distances en course à respecter sur une certaine durée. Ouais, c'est ça, vous courez sur une piste d'athlétisme pendant peut-être 2-3 km, 2-3-4 km, ou alors sur une durée entre 10 et 15 minutes, en essayant de conserver la même allure. Et après, vous allez pouvoir calculer votre VO2 max en km/h. Qui va vous donner un indice en fait de votre efficience de votre muscle cardiaque, de votre cœur. D'ailleurs, en parlant de cœur, et par rapport aux incidents qu'il peut subir, en fait, quand on parle d'infarctus du myocarde, qu'est-ce que c'est en fait? Infarctus du myocarde, c'est une nécrose des tissus du cœur. Le myocarde, c'est l'abréviation qu'on utilise, enfin le terme, pour désigner le cœur, donc le muscle cardiaque. Myo faisant référence au muscle et carde, cardiaque. Donc le myocarde, c'est littéralement le cœur sous appellation musculaire. Donc la nécrose ou... En fait, ouais, c'est ça, l'arrêt cardiaque, la nécrose des tissus du cœur. Par une sollicitation trop forte, en fait. Le cœur qui n'arrive plus à pomper assez et qui s'arrête. Voilà. Donc l'infarctus du myocarde. Ok. Donc, comment gérer ces zones de fréquence cardiaque de façon journalière, à la semaine, au mois? Donc concrètement, plus simplement, comment gérer votre activité physique? Donc déjà, le métabolisme basal dont on a parlé en premier.
Généralement, du coup, on va chercher à l'augmenter, pas le baisser. Pourquoi? Un métabolisme basal plus élevé, ça va vous permettre en fait d'avoir une plus grande marge de manœuvre sur votre santé et sur votre activité. Pourquoi? Parce qu'avec un métabolisme basal plus élevé, vient un package complet en fait. Ça, en fait, c'est comme si ça vous donnait un aperçu de la santé globale de la personne. Une personne de même poids, même taille, etc., qui a un métabolisme basal plus élevé, c'est-à-dire qu'elle a une meilleure santé. Le métabolisme basal, il est régulé par les hormones en soi. Donc le cortisol, la testostérone dont je vous ai déjà parlé. Donc veillez à avoir des bons cycles journaliers avec les hormones naturelles, bien sûr, pas de dopage sur cette chaîne. Donc comment faire? Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, respectez les cycles de journée nocturne, donc de coucher et de lever. Au mieux que vous pouvez, si vous avez des horaires compliqués, si vous finissez tard le soir, si vous travaillez de nuit, c'est pas idéal, mais il faut faire avec. Moi je sais que sur certains services, en tant que serveur, en fait la plupart du temps je finis après 22 heures, voire jusqu'à minuit. S'il y a des événements, je peux finir jusqu'à 2 heures du mat, donc ça peut être compliqué. Mais on peut quand même essayer d'optimiser le repos. Et ok, on peut essayer d'optimiser le repos. Ok. Comment on peut aussi augmenter notre métabolisme? En respectant les cycles de chrononutrition, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, essayer de ne pas manger le soir, etc. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà expliqué. Donc, la chrononutrition à respecter. Deuxième point, la rétention séminale. Encore une fois, si vous êtes un homme, soyez en rétention. La rétention séminale, par le biais de la transmutation du sperme et de la conservation de votre essence, va faire augmenter votre taux de testostérone au quotidien. Donc, votre métabolisme basal va augmenter. Vous allez avoir plus de testostérone, oui. Vos récepteurs aux androgènes, donc androgènes, ça concerne toutes les hormones masculines, andro-homme. Donc vos récepteurs aux androgènes de tout votre corps seront plus sensibles même à la testostérone. Ce qui veut dire que vos hormones stéroïdiennes, la testostérone, etc., le cortisol, seront plus efficaces dans votre corps. Elles agiront beaucoup mieux. Donc vous aurez l'impression d'avoir plus de testostérone en permanence. Et cette augmentation de la sensibilité, on n'y a pas d'études là-dessus, mais on sait que le niveau d'énergie augmente exponentiellement, sans limite, pendant la rétention séminale. Donc, en fait, le constat qu'on peut faire, même si ça paraît invraisemblable et fou, c'est que la sensibilité à la testostérone du corps, la sensibilité androgénique des hommes, à la testostérone et à toutes les hormones masculines, est en théorie en rétention séminale infinie et exponentielle à l'infini. C'est-à-dire que vous serez de plus en plus sensible à la testostérone naturelle de votre corps au fur et à mesure du temps. Ce qui peut sembler dingue, oui je sais, mais c'est vrai, c'est naturel. En fait, vous vous dopez naturellement, mais c'est juste un processus naturel de votre corps. Vous êtes juste normal si vous êtes en rétention séminale. Chez les animaux, j'en ai pas parlé d'ailleurs, les animaux aussi sont en rétention. Ils ne fourrent pas tous les jours, tout le temps, non. Chez les lions, ils se reproduisent une fois tous les 2 ans. N'oubliez pas ça. Et si vous voulez réduire ça, vous êtes un peu sceptique au cycle masculin, vous devriez au moins être en rétention pendant 30 jours, tous les ans. En fait, en respectant le cycle féminin basique, bah oui. Ouais. Donc vous n'avez pas d'excuse, concrètement, pour ne pas être en rétention au moins 30 jours par intermittence. Au minimum. Au grand minimum. Si vous voulez concevoir un enfant tous les mois. Parce que je doute fortement, mais vous avez l'information. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas avoir 30 jours de rétention séminale en intermittence. Vous n'avez aucune excuse, aucune. Vous suivez juste le cycle naturel masculin. De tout temps, à part à cette époque en fait. Avant la modernité, on était tous, nous les hommes, en rétention séminale. Comment est-ce qu'on a gagné des guerres? Comment est-ce qu'on a eu ces idées créatives, ces idées d'aller vers l'avant, de conquérir, d'inventer de nouveaux systèmes?
des machines, le feu. Est-ce que vous pensez que ces hommes-là, ils se pignolaient toute la journée, comme ça, en regardant les meufs des cavernes à côté? Bah non. Ces meufs-là, ces gars-là, ils agissaient d'une autre manière. Les mecs, ils copulaient pas tout le temps, ils partaient à la chasse. Ils allaient à l'aventure. Ils avaient des idées, ils avaient l'énergie. Et cette énergie-là, elle vient de la transmutation en ojas, en énergie spirituelle, du sperme qui est remonté et qui leur a donné le feu créatif. C'est ça la rétention séminale. Donc, la rétention séminale, c'est très important. La chrononutrition, la rétention séminale. Quoi d'autre? Bien sûr, la diète en soi. Avoir une bonne diète avec assez de protéines et assez de lipides. Donc, avec les éléments dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, les bons gras, les bonnes protéines, voilà. Avoir une activité physique légère tout au long de la journée aussi. C'est-à-dire avoir une dépense quotidienne non sportive qui soit assez grande pour pouvoir augmenter notre métabolisme basal. Oui, parce que en fait, avec tous vos mouvements, conscients ou non conscients, légers, qui eux n'induisent du coup pas de fatigue concrète dans votre corps, vous allez augmenter la dépense énergétique basale de votre corps. Donc la dépense énergétique quotidienne de votre corps dont je vous ai parlé, qui combustionne tous les composés dont il a besoin pour fonctionner. En fait, plus vous bougez doucement ou autre, mais là dans le cas de ce sujet-là, de ce thème, plus vous bougez doucement, plus lui-même votre métabolisme tout seul de lui-même va augmenter et va brûler plus. Ça, c'est la magie du cardio en soi, du cardio léger. Donc, tout ce qui est activité physique, si vous bossez debout, et surtout là, on va parler de la marche. On va parler de la marche. Pourquoi? Parce que la marche, c'est le cheat code de l'activité légère. Bon, déjà, avant de commencer ça, je vais faire un bilan du coup sur les points pour améliorer le métabolisme basal. Donc, on a parlé de la chrononutrition, si je me souviens bien. Donc, les périodes à laquelle vous allez manger, la diète, le contenu de votre diète, de votre nutrition au quotidien, la rétention séminale si vous êtes un homme. Le point le plus important pour un homme en tout cas, c'est une femme, ça ne vous concerne pas, mais c'est important de le savoir. Donc la rétention séminale en troisième point. Et en quatrième point, l'activité physique légère. L'activité physique légère. Pourquoi la marche? La marche, c'est le cheat code du cardio qui vous permet de faire progresser petit à petit votre dépense et votre métabolisme basal sans épuiser du tout votre corps. En tout cas jusqu'à une certaine limite. Vous avez une grande latitude, on va dire, de temps d'activité pour que votre corps devienne épuisé en marchant seulement. Donc concrètement, comment ça se manifeste? Si vous voulez optimiser la phase dynamique du système 3D, vous allez commencer à vous fixer un objectif de marche quotidien ou à la semaine. Je dirais au minimum, pour commencer, moi j'ai de gentil, au moins 5000 pas par jour. Vous pourrez noter, si vous avez une montre connectée, vous aurez un suivi quotidien, voilà, sans forcer, grâce au capteur de mouvement et de présence de votre montre qui est connecté à vos artères, à vos veines, voilà. Ou alors vous pouvez utiliser votre téléphone comme podomètre que vous gardez sur vous et marcher au quotidien, au boulot, ou si vous êtes assis, que vous travaillez sur un PC ou vous êtes statique en fait, vous pouvez le faire après manger, le matin ou le soir, et viser au minimum 5000 pas par jour. Bon, je recommanderais au minimum pour toutes les personnes de se mettre à 10 000 pas, mais vous pouvez commencer à 5000. Et pour ceux qui ne seraient pas très avancés dans tout ce qui est technologie, etc., d'avoir un compteur de pas sur un monde connecté et digital, pour qui ça peut faire peur, vous pouvez trouver sur Google Play Store, donc l'application basique du magasin d'applications sur téléphone, des podomètres gratuits. Vous pouvez télécharger juste en tapant podomètre dans la barre de recherche.
vous tapez podomètre, vous téléchargez, vous l'activez en suivant les instructions, ou alors vous demandez à quelqu'un de plus jeune qui se connaît un peu plus dans tout ce qui est technologie. Donc vous téléchargez, vous suivez les instructions, vous activez le podomètre et vous faites un suivi journalier de vos pas. Et grâce à ça, vous allez avoir une marge de manœuvre pour vos activités. Déjà, en mangeant la même chose, normalement, si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous aurez une meilleure nutrition. Vous mangerez peut-être moins déjà, moins, enfin, pas forcément moins en quantité, mais moins calorique avec une meilleure qualité. Une meilleure qualité de nutrition qui va venir dans votre corps. Donc vous sentir beaucoup mieux comme ça. Donc oui, vous aurez une meilleure qualité de nutrition. Et en plus, vous commencerez à faire baisser, enfin, à augmenter votre dépense en commençant à marcher plus, sans aller déjà vers une activité physique soutenue qui pourrait vous épuiser ou vous prendre énormément de temps. Donc d'un côté, vous allez baisser votre rapport de nourriture en mangeant mieux. Donc baisser votre rapport de nourriture, ok, on va vers la perte de poids. On a un meilleur rapport de nourriture, de meilleure qualité, plus de micronutriments, plus de vitamines, plus de minéraux, 2, vers la perte de poids. Si c'est votre objectif. Ou alors vers le développement physique. Ça fonctionne de la même manière. Et de 3, vous avez une plus grosse activité. Plus grosse activité qui va faire un écart sur vos calories. Parce que plus vous marchez, plus vous vous dépensez. Ce qui peut être calculé aussi en kilocalories. Donc vous allez créer un fossé des deux côtés, par l'alimentation et par la dépense, par la diète et par le dynamisme. Après, si vous avez le temps, je vous recommande de monter petit à petit vos pas, vos steps, et de passer de 10 000 à au maximum 20 000 pas. Et si vous êtes, si vous êtes indépendant, que vous avez vraiment du temps pour vous, que vous travaillez à distance, vous pouvez essayer de monter de 20 à 30 000 pas. Bon, c'est pas ce que je fais. Là, c'est vraiment théorique. Moi, je suis autour de 20 000 pas par jour. Voilà. Ça m'arrive d'aller jusqu'à 27 000 pas si je marche pendant mes temps de pause et que j'ai des gros services le midi et le soir. Mais c'est pas ce que je vise en général. C'est plutôt imposé par mes services, par mon travail, parce que je bouge énormément grâce à mon travail. Je soulève les plateaux avec les plats, voilà. En fait, c'est des plateaux avec des anses qu'on porte comme ça. On a les plats disposés sur le pass ou à chaque rayon, donc au garde-manger ou en pâtisserie. On les prend et on les ramène en service. Après, on débarrasse de la terrasse jusqu'au pass. Donc, ça fait travailler tout le haut du corps. On marche beaucoup, donc ça nous fait aussi maigrir du bas du corps si on est en restriction calorique. Si on cherche à perdre du poids et qu'on dépense plus que ce que l'on ingère. Ça, c'est le secret de la perte de poids, encore une fois. Il faut vous dépenser plus que ce que vous ingérez, que la nutrition. Donc, comment vous dépensez plus? Par la nutrition, vous mangez moins, vous bougez plus. Voilà. Et là, du coup, votre métabolisme total sera supérieur à votre ingestion, grâce à la dépense. Donc, le métabolisme total, je dis ça comme ça, ce sera votre métabolisme basal qui sera augmenté par vos efforts physiques, par la rétention, par les moments que vous prenez pour manger, par la chrononutrition, par la rétention séminale, par l'activité légère, qui va devancer l'apport énergétique apporté par les aliments, qui va devancer tout ce que vous mangez en fait, qui va être supérieur en termes d'énergie dépensée par rapport à l'énergie que vous allez ingérer. Ça, c'est la dépense calorique. En gros, c'est la perte de poids. Je vous donne la définition de la perte de poids. Ok. Donc l'activité légère. Commencez à 5 000. Voyez si vous pouvez monter à 10 000 idéalement. Pour ceux qui sont un peu plus ardus, vous allez rentrer dans mon segment. Donc là, vous étiez de 5 à 10. Segment sportif de 10 à 20, l'idéal. Si vous avez beaucoup de temps, vous êtes entrepreneur et sportif, visez de 20 à 30. C'est ce que je ferais si j'avais beaucoup de temps. Si j'étais indépendant, que j'étais
Comment je pourrais dire ça? Si j'étais éducateur à plein temps, et quand je serai éducateur à plein temps, à toi, Medine du futur, je serai entre 20 et 30 000 pas par jour. Ça, c'est sûr. Parce que j'aurai énormément de temps, je marcherai le matin, le soir. Ah, et c'est ce que je ferai dans le futur. Enfin bref, ça fait partie de mon idéal. Donc l'activité légère, ok. Donc là, on a traité le métabolisme basal et l'activité légère. Maintenant, on va passer à l'activité physique intense et tous les grades supérieurs. Donc je rappelle, l'activité physique intense, aérobique, donc forte consommation d'oxygène, anaérobique, donc la limite, vers la limite de l'oxygène active et de la combustion de l'oxygène et l'ingestion de dioxyde de carbone, donc de CO2, et la VO2 max, donc la limite. Donc ça se traduit par la pratique d'activités sportives, bon, qui n'est pas obligatoire encore une fois, mais pour les sportifs, je la cite, et je vous donne le système global. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Pour perdre du poids, en fonction de vos objectifs, encore une fois. Bon, le sport est un... Bon, le sport est, j'allais dire, est essentiel, est idéal. Il est idéal, mais il n'est pas essentiel si vous n'avez pas le temps. Ça peut paraître fou, bizarre. Je préférerais que vous marchiez 10 000 pas par jour plutôt que vous alliez à la salle tous les soirs. Si vous êtes épuisé, vaut mieux intégrer le cardio à basse intensité en premier, de mon point de vue, qui va améliorer votre santé en général et vous créer une marge de manœuvre pour tout votre métabolisme parce qu'il ne va pas induire de dépenses, il ne va pas induire de compensation, plus de compensation envers la nourriture ou envers votre santé qui pourrait se détériorer. Vous allez être moins fatigué en tout cas. Mais à partir du moment où vous êtes vraiment motivé, que vous avez trouvé votre juste milieu, à votre palier de steps par jour, de pas par jour, donc comme je vous l'ai dit, commencez à 5, trouvez une limite entre 10 et 20. Si vous avez beaucoup de temps, entre 20 et 30, mais là vraiment beaucoup de temps et que vous aimez vraiment marcher, parce que là, ça en fait des heures de marche, enfin bon. Si vous avez trouvé votre équilibre de marche que vous pouvez respecter chaque jour, entre 10 et 20, commencez si vous le souhaitez l'activité physique intense. Qui peut être très simple, je ne vous demande pas d'aller à la salle tout le temps. Et juste de trouver votre palier de cardio, de steps par jour. Vous pouvez commencer à faire du poids de corps. C'est comme ça que j'ai commencé c'était avant d'aller à la fac, j'étais au lycée. Je pense que j'ai commencé à ce moment-là. Je recevais des remarques de mes camarades parce que j'étais enrobé. Ouais, j'ai commencé comme ça. J'étais enrobé, ils se foutaient de ma gueule. Enfin, c'était... Ouais, c'était des petits cons, quoi, du lycée. Des petits cons du lycée qui me faisaient chier. Bon, ils avaient raison en soi, j'étais comme ça. Puis je leur en veux pas parce que c'est ce qui m'a permis d'évoluer et d'être là où je suis, en fait. C'est grâce à la... C'est grâce à la frustration, en fait. C'est grâce au ressentiment que j'ai pu avancer. N'oubliez jamais ça. Quand on vous contredit, quand vous vous sentez mal, il y a toujours une vérité derrière. Une vérité qui n'est pas forcément authentique, mais une vérité physique ou morale. De toutes les choses qui vont contrarier, il y a toujours un élément vrai. Même dans un mensonge, il y a un élément vrai que vous pouvez retirer, ou une morale à retenir de ça. Ne cherchez jamais à renier les contradictions. Analysez-les et trouvez un plan d'adaptation pour après progresser et devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis servi du ressentiment, pas de la rancune, je me suis servi du ressentiment pour commencer à me mettre au sport. Donc là j'ai commencé à faire du poids de corps. Donc sur YouTube, je cherchais des programmes, des routines. D'ailleurs, en commentaire et pour les vidéos futures, demandez-moi si vous voulez des routines personnalisées, etc. Des petits entraînements poids de corps. Vous aimeriez bien que je fasse, que je vous montre, comme à l'ancienne. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Donc je faisais ça. Je faisais du curl avec des dictionnaires, des dictionnaires Larousse, les grands Robert, des grands Robert.
faisais du curl comme ça, là. Je sentais les biceps se contracter petit à petit. Bon, quel physique j'avais, j'étais enrobé, j'avais peut-être 10-15 kilos de surpoids. Putain, je faisais 1m70, quel poids 65 kilos, mais j'étais tout gras. Donc j'avais aucun muscle en fait. Je suis sûr que si j'avais été sec, donc si j'avais perdu tout mon poids, j'aurais fait peut-être 50 kilos, 45-50 kilos sec. J'aurais été tout maigre. Donc j'étais gras et léger. Donc j'étais vraiment une petite boule quoi, mais j'avais des épaules carrées, j'étais déjà musclé en soi, j'avais déjà une belle ossature. J'avais déjà des trapèzes, des épaules, un peu de bras, de base. Par contre des très grosses cuisses, ça oui. Une très bonne disposition génétique pour les cuisses, vraiment. Donc des grosses cuisses et des gros mollets aussi. Donc, pas obèse, j'étais gros. Moi j'étais juste gros. De visage pas trop. Juste gros modéré quoi. Pas le mec on se dit on le voit, oui il est gros, mais enrobé, entre enrobé et gros quoi, voilà. Donc rien de fou. Voilà. Je suis pas un sportif de naissance ou un grand coureur, etc. J'ai commencé doucement, comme la plupart d'entre vous. Ok. Donc du poids de corps, des pompes. Petit à petit, au départ j'en faisais peut-être une dizaine, hein, ouais une dizaine. J'étais monté. J'avais commencé à segmenter les différentes parties du corps, de ce qu'on appelle un split. Mais ça j'ai découvert ça plus tard. Donc en poids de corps, on a souvent des routines full body. Donc full body, c'est l'entraînement de toutes les parties du corps, que ce soit le haut du corps, donc avec les bras, biceps, muscle responsable de la... Attendez, là je suis en débardeur. Donc les biceps, les muscles responsables de la flexion du bras. Ok. Tac, les biceps, les triceps. Antagoniste. Donc, si vous vous rappelez bien, l'antagoniste, c'est celui qui est responsable du mouvement opposé. Donc les triceps, muscle responsable de l'extension du bras. Et là, je fais une surextension. Tac. Mon bras est plus droit. Vous voyez le triceps. Tac. On a les deltoïdes. Les deltoïdes. Le deltoïde antérieur. Attendez. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je suis pas hyper musclé là. Attendez. Il y a assez sec. Donc, les deltoïdes antérieurs. Ici, là. Donc, deltoïde muscle des épaules, il y a 3 faisceaux. Le faisceau antérieur qui correspond à l'avant, qui se contracte avec des mouvements de montée comme ça. Bon là vous le voyez pas trop. Donc là je prends du sel. Prenez du sel les gars. Ouais, prenez du sel les gars. Donc prenez du sel. Non, je rigole. Voilà, muscle qui s'active par la levée du bras. Les deltoïdes latéraux sur le côté sont bien développés chez moi. Et comme ça, là on les voit bien. Tac, tac. Là on voit la séparation entre les biceps et le deltoïde. Donc les deltoïdes latéraux qui s'activent sur des mouvements d'élévation latérale. Donc la montée du bras encore une fois, mais sur le côté. Donc idéalement les gars, pour ceux qui sont en salle, ne faites pas les élévations latérales avec des haltères. C'est totalement débile. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de tension à la retombée du bras. En plus, vous allez moins cibler les muscles des épaules à la levée, parce que vous allez utiliser beaucoup les avant-bras et l'avant de l'épaule. Et vous aurez une moins bonne prise sur l'haltère par rapport à la poulie. Donc idéalement, prenez la poulie comme ça, en prise neutre. Pronation avant-bras, utilisation de l'avant-bras. Donc les muscles normaux, plus l'avant-bras va se rajouter pour donner de la force et les muscles vont participer si vous avez une prise comme ça. Prise neutre, la plus forte. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser l'avant-bras plus le biceps et la prise supination qui va utiliser en priorité le biceps en désactivant l'avant-bras.
Ça, c'est un détail. Pour les non-sportifs, ne faites pas attention. Mais ça pourrait vous servir plus tard. Ensuite, on a les deltoïdes postérieurs qui peuvent être activés par l'oiseau. Donc des mouvements, comment je pourrais dire, c'est des mouvements en fait. C'est difficile à faire en vidéo. C'est des mouvements de papillon comme ça. On appelle ça l'oiseau. Vous soulevez le bras, comme ça. Et là, derrière votre épaule, vous allez sentir une petite boule. Ça correspond à l'arrière du deltoïde. Donc, le deltoïde postérieur. Des genres de... Bon, mouvement, on pourrait dire ça. Le mouvement du papillon en fait, comme ça. Tac. Ou du mec, le mouvement du gorille qui s'approche. Comme ça. Bien. Et je vous fais un cours d'anatomie en fait. Sur le dynamisme. Ok. Et je vous décris les différents muscles. Ok. Les trapèzes. Les trapèzes. Donc qui sont responsables de ce mouvement. Des mouvements de dos aussi. Donc on a 3 types de trapèzes, ouais, 3 faisceaux. Donc les trapèzes supérieurs, ils sont sollicités par ce mouvement-là, ok. Par le dos. Ça dépend de votre génétique. En fait, chaque muscle est inséré différemment. Et inséré différemment sur votre corps, en fonction de votre génétique. On va pas faire un cours d'anatomie. Donc les trapèzes supérieurs, comme ça, bon, chez moi, sont sollicités par les mouvements de tirage verticaux, donc de tirage. Je tire tout droit. Ok, je tire tout droit. Tirage horizontal aussi, je peux les... Ok. Donc le tirage horizontal, vous avez une poulie, vous la tirez comme ça. Ok. Et vous pouvez sentir, vous pouvez activer les muscles de votre dos. Ok. Vous pouvez remonter ici, donc aux trapèzes supérieurs, qui sont pourtant tout au-dessus. Les activer. Vous avez les trapèzes médians qui sont juste en dessous. Et les trapèzes inférieurs. Bon, ça c'est des muscles qui sont très difficiles à sentir si vous n'êtes pas déjà musclé et que vous n'avez pas l'habitude de travailler le dos. Donc le plus important pour ça, c'est de faire des tractions. Donc c'est ce que je vous recommande aussi si vous commencez le sport. Mettez-vous très rapidement aux tractions. Parce que naturellement, à part pour certaines personnes, je pense on a un niveau à chier. Moi ça m'a pris au moins 2 mois pour faire une traction. En fait vous allez commencer comment? Vous allez commencer en vous suspendant, soit avec des élastiques, moi je ne l'ai pas fait, avec des élastiques attachés à une barre pour faire des tractions allégées, ou une machine à traction en salle, ça peut le faire aussi. Moi je ne l'ai pas fait. Moi ce que je faisais, c'était que je me mettais sur le rebord d'un meuble dans ma chambre du cross de 9 mètres carrés et je me laissais tomber en essayant de me retenir. Ça peut fonctionner aussi. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir contrôler votre descente de traction. Et après ça, vous allez pouvoir commencer à juste vous tenir sur le rebord. Et petit à petit, vous allez vous tenir sur le rebord et faire ça. Tac. Ok, je suis pas assez fort, je retombe. Je remonte un peu, je retombe. Jusqu'à pouvoir faire votre vraie traction. Et commencez à développer votre dos en épaisseur et en largeur. Ok. Donc votre dos va devenir plus épais. Si vous aviez des sortes d'ailes d'ange, des omoplates qui se décollent, ça va régler votre problème si vous faites assez de traction et de mouvement pour muscler votre dos. Et pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce que les muscles postérieurs, donc tout ce qui est muscles du dos, muscles des cuisses inférieures, donc je parle des ischio-jambiers, des fesses, des mollets, sont des muscles plus importants pour votre posture et votre santé générale que les muscles de l'avant, que les pecs, que les biceps, etc. Les triceps sont plus importants. Plus importants que les abdos aussi. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous tiennent littéralement dans votre posture. Si vous avez des muscles avant plus développés et d'une façon trop importante, ce ne sera pas forcément disharmonieux, non esthétique.
Mais ça va, comment je pourrais dire? Ça va désaligner votre posture. Ça va vous faire un déséquilibre musculaire en fait. Donc tout ce qui est marche en propulsion, dont je vous parle là, la fameuse technique de la marche, vous pouvez oublier, hein. Si vous avez des déséquilibres, vous allez vous pencher vers l'avant, vous allez avoir vos épaules, vos deltoïdes, vos deltoïdes antérieurs trop musclés, vous allez marcher comme ça, que vous devriez avoir les épaules en arrière. Hop, faire ça si vous avez un doute. Si vous avez un doute, vous descendez les épaules pour avoir une bonne posture des épaules. Vous descendez les épaules, vous les rétractez en arrière, vous relâchez et vous essayez de garder les pecs en avant. Voilà. Avec le dos en avant. Et après, vous relâchez le dos en avant. Voilà. Et là, vous avez la bonne posture des épaules. Je vous regarde. Hop. Hop, regardez. Bon, moi, j'ai des bons pecs. On voit les pecs qui ressortent. Mais là, je mets pas les pecs en avant. Si je les mettais en avant, je ferais ça. Encore une fois, comment aligner vos épaules? Je baisse mes épaules. Est-ce qu'on va bien là? Même si vous n'êtes pas musclé. C'est pas... Lâchez pas un chaud pour montrer que je suis musclé. Je vous parle de posture. Je baisse mes épaules. Comme si vous appuyez sur les clavicules en fait. De façon imagée. Essayez d'imaginer ça. Donc j'appuie sur l'extrémité de mes clavicules. Tac, je baisse mes épaules. Je rétracte mes omoplates derrière. Comme pour une traction. Pour ceux qui connaissent le début. Je rétracte mes omoplates. Je vais faire deux versions. Une version normale de correction des épaules et je vais vous faire une version de tuto de traction. Parce que ça pourra vous servir pour faire des tractions aussi. Il faut avoir une bonne posture de base. Donc je rétracte mes épaules. Donc là j'ai le dos renfoncé vers l'avant. Ok. Ok. Donc tac, tac. J'ai le dos renfoncé vers l'avant, j'ai les pecs en avant. Je relâche le dos en avant, mais pas les pecs en avant. Et là c'est la bonne posture. Il faut garder les pecs en avant. Comment redresser vos épaules? Maintenant, je vais vous montrer comment voir la bonne posture pour faire des tractions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie que vous soyez plus musclés du dos que des pecs, les mecs. Je veux que vous ayez un putain de dos. Un dos plus développé que vos pecs. Et faites, s'il vous plaît, les gars, 2 fois plus d'exercices pour le dos que d'exercices pour les pecs, toujours. Si vous avez un programme, bon, programme de jambes pour les mecs, bon, la plupart des mecs font pas les jambes malheureusement. Moi les gars, regardez mon corps là. Regardez mon corps. Je me vante pas. Là je fais pas de sport, regardez. Là je fais pas de sport depuis 5 mois. J'ai des grosses épaules, j'ai des pecs, j'ai des trapèzes, j'ai des bras, j'ai tout le haut du corps. Bah les gars, mon bas du corps il est meilleur que mon haut du corps. Naturellement, il est plus musclé. J'ai des mollets, j'ai des cuisses. Ayez toujours, si vous commencez le sport, donc vous avez un volume d'entraînement pour chaque exercice, c'est-à-dire que chaque mouvement, en fait, imaginez, donc, basiquement, ça c'est le mouvement du curl. Un curl, deux curls, trois curls, 4, 5. 5 quoi? 5 répétitions. Première série, deuxième série, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai terminé mes 2 séries de curls. Ça, c'est votre volume d'entraînement. Je vous dis pas de copier ça, c'est pour que vous compreniez. Quand vous allez commencer à faire des exercices que vous allez trouver, ou que vous me demanderez en commentaire, vous allez intégrer un certain volume d'entraînement pour chaque muscle. Ok? N'oubliez jamais ce principe-là. Ayez toujours 2 fois plus de volume sur les muscles antagonistes que sur les muscles agonistes. Donc 2 fois plus de volume sur les triceps que les biceps. 2 fois plus de volume sur les deltoïdes postérieurs que les deltoïdes antérieurs. 2 fois plus de volume sur les trapèzes inférieurs que les trapèzes supérieurs.
vous dis ça alors que j'en suis vraiment la preuve. Ok, je suis vraiment bien du haut du corps, mais j'entraîne l'arrière. Et ça devrait vous choquer les gars. Et je fais pas de sport depuis 5 mois, n'oubliez pas. Et j'ai pas une diète de fou non plus. Bon, c'est un peu cheaté, mais ok, je vous dis la vérité. Entraînez 2 fois plus l'arrière. Entraînez 2 fois plus le dos que les pecs. Entraînez 2 fois plus le dos que les abdos. Entraînez les abdos, d'ailleurs, tout court. Bon. Ok, dos, abdos. Vous entraînez aucun des deux, je sais, mais entraînez 2 fois plus le cul que les pecs. Entraînez votre cul, les gars. Faites du sprint. Enfin, on va en parler de ça. Faites des squats. Faites du hack squat. Faites de la presse. Faites des leg curls, les gars. Entraînez les ischios. 2 fois plus d'entraînement pour les ischios que pour les quadris. À part sur les gros mouvements. Ok. Les mollets, bah, si vous courez, bah, ça va. Vous n'avez pas besoin de les isoler, je pense. Donc, les entraîner seul à seul. Parenthèse, ok. Donc, je vous ai montré ça. Ouais, les pecs, les abdos. Bon, je vais pas me foutre à poil sur cette vidéo, mais si vous voulez une vidéo d'anatomie ou si j'ai envie d'en faire, je me mettrai torse nu en short. Ouais. Pour vous décrire vraiment. Donc, quadriceps, ischio, antagoniste et les mollets sont détaillés. Ok. Et le cul. Voilà. Donc, vous avez commencé à faire ce genre d'entraînement-là pour commencer à faire des tractions. Vous allez commencer à faire de l'entraînement du corps entier tous les jours, doucement. Quand vous allez arriver à un certain niveau d'intensité, donc d'intensité musculaire, vous allez baisser le volume d'entraînement sur tout le corps. Sans chercher à être un expert au départ. C'est-à-dire que, au lieu de faire tout le corps en entier tous les jours un petit peu, vous allez faire la moitié du corps un jour, donc le haut du corps, et le bas du corps le lendemain. Donc entraînez, comme je vous ai dit, 2 fois plus le bas du corps que le haut du corps. Donc votre séance bas du corps, elle va être plus dure que la séance haut du corps, normalement. Voilà. Vous allez faire donc passer d'un full body, corps entier, à un half body, la moitié du corps. Si vous êtes motivé et que vous pratiquez, que vous êtes motivé, oui, vraiment par la musculation, je vous conseille, en allant en salle, de passer un split. Le split, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de séparer beaucoup, j'ai pas d'autre manière de le dire, de séparer beaucoup et presque exclusivement tous les muscles de votre corps que vous souhaitez travailler dans la semaine, en fonction des séances que vous allez allouer et attribuer à la semaine pour votre sport, pour la musculation. Concrètement, comment ça se manifeste? Bon, je vais le faire comme ça d'un pro. Imaginez que, pour débuter, vous souhaitiez aller à la salle 3 fois par semaine. On va dire que ce serait mardi, jeudi et samedi. N'oubliez pas, c'est les jours où je poste mes vidéos, à 17h, mardi, jeudi et samedi. Comme ça, vous pouvez les retenir. Donc mardi, jeudi et samedi, vous allez à votre salle de sport, vous regardez ma vidéo en podcast, ok, vous écoutez, ça vous motive comme d'habitude. Et vous avez votre programme d'entraînement que vous avez élaboré par vos recherches et par mes écoutes. Ok, donc Melvin il a dit oui, j'y vais 3 fois par semaine, il serait peut-être plus intéressant de séparer encore plus mon entraînement. Donc comment je fais? En fait, au niveau du repos et de l'entraînement musculaire, c'est intéressant, dans ce cadre-là, dans le cadre du split, d'associer par contre les deux muscles antagonistes et agonistes. Là, ça peut sembler bizarre parce qu'on se dit, ok, c'est des muscles opposés, c'est l'avant et l'arrière, et là on les associe. Alors qu'avant, dans le half body, on nous disait de les séparer. Oui, mais là, c'est pas la même logique. Avant, on était dans une logique d'entraînement en séparant le corps en deux. Imaginez ça comme des compartiments.
Au départ, on s'entraîne avec un compartiment entier. Là, je parle vraiment du bodybuilding ou de la force si vous souhaitez vous développer musculairement à la salle, musculairement et en force. Donc avant, on était dans un système du corps entier. Ok. On passe un système de la découpe. Regardez, là j'illustre ça dans cette vidéo, comme on voit pas tout mon corps. Imaginez que je suis que le haut du corps, que j'ai pas de jambes. Ça c'est le half body. Je suis dans le système du half body, j'entraîne le haut du corps. Et là c'est le deuxième jour, j'entraîne que le bas du corps. Les yep et mon short. Un petit anneau, ok. C'est ça la half body. On passe à un autre système. On passe à un système compartimenté, plus minutieux, plus précis. Donc qu'est-ce que je vais faire mardi? Par quoi je commencerai moi? Par quoi je commencerai? Début de semaine. Samedi, c'était le dernier entraînement. Donc j'ai eu dimanche, lundi de repos. 2 jours de repos. Je pense que je commencerai par épaules-jambes. Ça peut paraître bizarre pour les jambes, mais pour moi les jambes c'est le plus important. Donc je commencerai par épaules-jambes, ouais. Je ferai épaules-jambes ou juste jambes tout court. Mais vu qu'on a 3 séances, je ferai épaules-jambes. Même si c'est pas des muscles antagonistes. En fait, sinon on n'a pas le temps de faire les épaules, de faire les épaules à part, avec 3 séances par semaine. Du coup, je ferai épaules-jambes, je commencerai par les jambes. Donc, première séance le mardi, je ferai jambes-épaules. Je commence par les jambes, je fais les épaules. Pour les épaules, je fais des élévations à la poulie. Et les jambes, à squat à la Smith Machine, squat au poids du corps, belle squat, ouais, front squat à la Smith. Si vous avez des doutes, vous pouvez rechercher les thèmes ou me demander des précisions pour des prochaines vidéos. Dumbbell squat, des fentes lestées, fente une jambe. Un squat au poids du corps, ouais, squat une jambe, squat jambe tendue, dragon squat. Dragon squat, est-ce que je peux le montrer? Peut-être que je peux vous montrer. Ou alors, attendez. Si vous avez envie que je vous fasse un tuto d'exercice au poids du corps basique, une progression, demandez-moi en commentaire, je vous le ferai. Pas vous le faire dans cette vidéo-là, parce que là c'est une présentation globale du système. Mais j'ai des idées d'exercices à vous montrer directement, à vous présenter. Ok. Mais vous avez les noms au moins. Dragon squat, hack squat. Hack squat, faites-le pied nu, avec les pieds en canard, sans vous donner les détails. Vous pouvez me demander en commentaire, mais sinon la vidéo sera trop longue. Je ferai peut-être une vidéo de précision là-dessus. Donc hack squat, n'ayez pas peur, mettez-vous en chaussettes, enlevez vos chaussures, mettez-vous en chaussettes et mettez vos pieds en canard pour faire le hack squat. Collez vos pieds contre le siège aussi. Je crois que c'est tout pour les jambes. Les cœurs, les extensions si vous le souhaitez. Pour les épaules, j'ai déjà dit. Ok. En première séance, jambes-épaules, mardi. Jeudi, je ferai quoi? Jeudi, je ferai les gros muscles, je ferai dos, pec. En commençant par le dos, parce que c'est plus important. Dos, pec. Je commencerai par des tractions. Traction neutre ou pronation. Donc neutre ou non, qu'est-ce que je dis? Putain, je dis des conneries. Je commencerai par des tractions. Donc traction neutre ou pronation. Ok. Après, parce que encore une fois, ça active l'avant-bras et plus le dos. Et moins les biceps. Si vous faites des tractions comme ça, comme ça en supination, vous allez plus travailler les biceps. Donc, les tractions. Ok, traction. Après, on peut faire quoi? Du tirage. Tirage vertical, horizontal aux haltères.
aux machines ou à la poulie. Bon, rien de compliqué. C'est tous les mouvements comme ça et comme ça. Que vous soyez assis, debout ou, euh, ou comme ça, ou comme ça. Tout ça, c'est du tirage vertical ou horizontal. Ok, sans rentrer dans les détails. Donc traction et tout ce qui est tirage. Après pour les pecs, les dips penche en avant. C'est comme ça que j'ai construit mes muscles, hein, ça se voit. Ah, ça s'active direct, les trapèzes, les épaules, les triceps, les pecs, tout après d'un coup. Bon, bref. Donc les dips. Après, vous pourrez passer aux dips lestés, avec une ceinture. Vous avez le développé couché, à la barre, à la machine. Vous pouvez faire le développé à la machine avec un bras, après les dips ou après un gros exercice, le faire en léger. Vous pouvez varier avec les machines en faisant de l'incliné, donc haut du pec, vers l'avant, au-dessus, décliné comme ça, par le bas. Vous ne pouvez pas forcément le sentir si vous n'avez pas une assez bonne proprioception. Donc la proprioception, c'est la capacité à sentir le muscle. C'est pour ça que je mets la main sur le muscle. Parce qu'en fait, ça aide à sentir les fibres musculaires travailler en même temps. Et à bien contracter la partie du muscle qu'on veut cibler. Quand vous êtes assez expérimenté, vous pouvez sentir le muscle qui se contracte. Et activer précisément votre muscle en faisant mouvement. Ouais, c'est pas des conneries, vous pouvez le sentir. Là, j'arrive à segmenter le haut du bec, le milieu du bec et le bas du bec. Alors que j'ai pas fait de sport depuis 5 mois. Et je connais les principes. Et j'ai un certain niveau. Ok, donc les pecs. Donc les développés, les dips. Puis voilà quoi. Ouais. Les pompes. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc dos pec. Ouais. Et dernière séance, le samedi, je ferai triceps, biceps, donc les bras. Qu'est-ce que je ferai? Des dips aussi, mais des dips tout droit, des dips non penchés. J'aurai des dips tout droit. D'ailleurs, mon programme ressemble à ça à la salle. Moi, je m'étais entraîné 4 mois. Dips tout droit, pour mettre plus l'accent sur les triceps et moins les pecs. Parce que si vous vous penchez, vous pouvez sentir, rien qu'avec une chaise, que vous activez plus le haut du corps et les pecs. Ok. Donc, des dips droits, aux barres parallèles ou aux chaises romaines que vous avez en salle. Des extensions au triceps avec haltère ou poulie. À la poulie, j'essaie de me souvenir parce que j'en faisais pas pour me souvenir du mouvement. Ouais, c'est plus une sorte de tirage, je crois. Ouais, c'est une sorte. Comment dire? Ouais, non, c'est une sorte d'extension, comme ça. Une sorte d'extension comme ça. Vous avez la poulie en haut. Vous descendez. Comme ça. Tac. Comme ça active vos triceps. Tac. Donc, cet exercice-là, je le faisais pas. Je le faisais pas comme ça. Moi, ce que je faisais, je vous montre après. Bon, au tout départ, je faisais ça, j'en ai fait. L'exercice commun, c'est l'extension triceps avec une haltère. Le problème, c'est qu'avec l'haltère, comme avec l'élévation frontale ou latérale pour les épaules, vous n'avez pas de tension quand l'haltère redescend comme ça. C'est pas hyper efficace, même si les muscles travaillent. Est-ce que ça se voit? Ouais. Mes triceps grossissent un peu quand je fais ça. Ah, tac. Là, ça fait travailler le triceps. Tac, je remonte. Tac, je remonte. Tac, je remonte. Vous sentez le dessous du bras travailler. Et ça, c'est le triceps. Biceps, triceps. Biceps, 2 faisceaux. Faisceau long, faisceau court et le triceps 3 faisceaux. Bon, le nom, passons les détails. C'est pas le plus important. Ok. Moi, je faisais des dips droits. Je faisais des élévations triceps, mais couchés, pas assis. Comme ça, j'étais pas gêné par la posture. J'étais tenu par le banc.
Donc des élévations, ça j'ai vu personne le faire de toute ma vie. Et c'est extrêmement puissant. Les élévations couchées. Vous allongez sur le banc, vous inclinez à la parallèle, couchez avec l'haltère. Vous utilisez votre main que vous mettez sur le poignet. Et vous descendez l'haltère. Et là vous allez vous rendre compte que vous avez plus de latitude en faisant des élévations nuque en étant assis. Vous allez pouvoir passer votre coude en arrière. Et pour pas que vous ayez mal, pour pas que vous ayez l'épaule de boîtier si vous êtes sensible, vous allez utiliser l'autre main pour la mettre sur le poignet. Et ça va vous aider pour les répétitions difficiles si vraiment vous galérez à la fin, pour remonter votre bras. Comme ça, vous allez pouvoir passer l'haltère à la limite et passer vraiment votre avant-bras derrière votre tête et derrière le banc. Et comme ça, vous allez pouvoir faire un mouvement de demi-cercle avec l'haltère, comme ça. Et ça, pour moi, c'est l'exercice. Ça, c'est l'exercice roi des triceps, vraiment, en isolation. Avec les dips droits, l'élévation couchée. Vous me prenez peut-être pour un fou, pour un mec chelou, parce que personne n'en parle, mais l'élévation couchée, c'est extrêmement fort. Et si vraiment vous voulez isoler les triceps, donc seulement ce muscle-là travaille en faisant ce mouvement, vous prenez l'haltère en false grip. Attendez, prenez l'haltère sans le serrer, sans le serrer. En fait, vous le prenez pas comme ça. Avec le pouce, là, je vous montre du miel. Putain, il y a tout. Je vous montre tout, le sel, l'eau, le miel. Après, je sais pas, ce sera du sauciflard, on sait rien. Prenez l'haltère comme ça, par devant. Que vous n'aurez pas besoin de le tenir parce qu'il sera tenu à l'arrière, par votre main. Et attendez, c'est le tenir sans le serrer avec le pouce devant. Et vous allez coller votre main vers l'avant de l'haltère, pas le côté qui tombe, vers l'avant. Comme ça, l'haltère sera tenue par la gravité. Là, je suis sûr que personne ne vous a jamais parlé de ça. Hein. Vraiment, simple. Je suis sûr que les conseils que je vous ai donnés sont vraiment uniques. Pourquoi? Parce que ça vient de l'expérience. Tout ce qui est... j'ai parlé de quoi? Acide lactique et entraînement, je suis sûr que personne ne vous a jamais parlé de ça. Vraiment. Il y a des éléments qui sont nouveaux. Vraiment nouveaux sur YouTube. Ok, donc l'extension couchée. Et qui font que j'étais le meilleur de la salle, hein, d'ailleurs, en 4 mois. Ok, extension couchée. Et après, je faisais de l'extension. Donc là, c'était un demi-cercle arrière. Après, je faisais donc un demi-cercle par l'avant. Mais comment je faisais? En fait, je faisais un mouvement de dips. Imaginez, j'ai trouvé une combine pour faire un mouvement de dips. Donc le dips, c'est comme ça. Donc là, sauf que là, on se pousse. J'ai trouvé une sorte de dips inversé. Comment faire un dips inversé? Donc un demi-cercle par l'avant. Ok, donc les dips, je rappelle, tac, tac. J'ai trouvé un mouvement qui faisait ça. Je pousse ma charge. Comment faire ça? Quel mouvement qui est altérable, qui est chargeable par des poids, qui est modulable? Quel mouvement seul? Avec quel mouvement on peut faire ça? Avec quoi on peut faire ça? On peut appuyer et c'est de plus en plus dur. Comme ça, comme un dips qu'on peut faire à une main, à deux mains ou à une main, les gars. Comment on peut faire ça? Bah, simplement, vous prenez une machine Technogym et vous montez le siège au max. Comme pour les, par exemple, bon, parenthèse, si vous voulez du haut de pec, prenez la machine Technogym, haut de pec, vous montez le siège au maximum, sans foutez, pas d'injure. Vous prenez la prise en false grip avec le pouce devant et vous poussez. Vous montez le siège à fond. Et votre main, bon, encore une fois, c'est des détails qui peuvent vous paraître des trucs de fou. Si vous souhaitez du haut du pec à l'extérieur, vous placez votre main proche de la machine. Vous souhaitez du haut de pec proche de l'intérieur, vous mettez votre main proche de l'extrémité de la barre. Vous poussez comme ça sans serrer, avec la main sur le pec. Ok. Je donne vraiment des conseils de ouf là.
J'espère que des personnes regarderont cette vidéo et partageront, parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment vraiment bien. Et j'ai découvert tout ça tout seul les gars, en 4 mois, parce que j'ai été assidu et très curieux, c'est ma nature. Et j'ai réussi à améliorer mes techniques aussi. J'ai cette tendance à voir les défauts, à analyser tout ce que je fais et à corriger tous mes mouvements, que ce soit la marche, le sport, comment je travaille. Je suis très perfectionniste envers moi-même. J'arrive toujours à améliorer ce que je fais. C'est ma nature, je suis comme ça. On pourrait dire maniaque, mais je suis pas forcément maniaque. Ma chambre elle est un peu en bordel, etc. Parce que ouais, c'est pas le plus important pour moi. Même si c'est pas ça, mais c'est un peu le bordel, c'est vrai. Ok, je l'avoue. Je suis pas obligé de vous le dire encore une fois. C'est pour vous décrire ma personnalité. Donc ouais. Donc je suis perfectionniste. Pas forcément du physique, je suis perfectionniste de la technique. Je suis un technicien en fait. Et je suis un technicien aussi du sport. Je suis un technicien de la créativité, je suis un technicien de l'écriture, de l'observation, de la spiritualité. Je suis un technicien de la vie globale, je suis un technicien holistique. Donc à l'échelle globale. Ça c'est ma nature. De la créativité, etc. Enfin bref. Ça s'exprime aussi dans le sport. Ce qui m'a donné ces idées-là que j'ai pu expérimenter. Et j'ai pu voir que c'était meilleur que les méthodes traditionnelles. Donc, vous prenez simplement, pour faire ce mouvement-là, de dips inversé, de pousser la charge au lieu de vous pousser vous-même sur une charge. Ok. Donc là, imaginez que je pousse la chaise en bas, en fait. À deux mains, vous pouvez le faire à une main. Donc vous prenez la machine à dips Technogym, simplement, qui est basse et à quoi ça ressemble. De base, quand vous poussez, elle ressemble à ça. Attendez, c'est dire. Je me remémore. Quand elle est basse et donc normale, ça fait ça. Là, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous êtes trop bas. Donc, quand vous amorcez le mouvement, vous travaillez votre épaule. Et vous ne faites pas un dips, en fait, vous faites un mouvement hybride bizarre. Vous travaillez votre épaule et votre avant d'épaule, vous travaillez vos bras. D'ailleurs, vous pouvez faire le mouvement. Imaginez, faites le même mouvement que moi, en fait, pendant que je fais la vidéo. Ok, je suis là comme ça. Là, j'essaye de baisser la barre en commençant ici, le bras plat. Vous allez sentir quoi? Même si vous essayez de forcer avec les bras, vous allez sentir votre épaule. C'est un problème. Donc comment faire? Vous allez monter votre siège comme pour le développer haut pour les pecs. Vous allez faire la même chose. Pour sentir le haut des pecs, vous montez le siège. Pour sentir les triceps, vous montez le siège de la machine à dips. Là, vous allez commencer votre mouvement alors que la barre, elle est là. Ok, je pousse. Et là, faites la même chose. Ok, là, j'ai le rebord de ma chaise avec la coudoir. Encore une fois, avec la main ici et la barre là. Je pousse. Ok. Au début, on sent le triceps, après, on sent l'épaule. Je change de bras pour ne pas vous mystifier en direct. Parce que vraiment, c'est pas des conneries ce que je vous dis. J'ai monté le siège, ma barre est là, au niveau de mon accoudoir. Symboliquement. L'accoudoir ici. Je pousse. Ok. Ok, ça va, je suis pas frauduleux. Je me teste moi-même. Parce que c'était quand c'était un. J'avais quel âge? J'avais 19 ans. C'est il y a 3-4 ans, les gars. Et c'est là que j'ai construit mon physique. Enfin, c'est là que j'ai construit ma masse musculaire. Et là, on sent les triceps. On sent moins les épaules. Pas totalement parce que je suis pas aligné. Ouais, on sent beaucoup moins les épaules et on sent plus l'arrière des épaules d'ailleurs. On sent plus l'arrière des épaules. Ici, on sent l'avant. Là, on sent l'arrière et les triceps. Donc, c'est aligné. On sent ici et là. Au lieu de sentir l'avant de l'épaule. Donc, le mouvement est bien meilleur pour le développement des bras. Ok.
Bon, la vidéo est longue, mais je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur le sport et sur les qualités physiques à développer. Je ferai une vidéo sur les formats d'entraînement respectés pour développer les différentes qualités physiques. Donc l'endurance, la force, l'explosivité et la croissance musculaire. Je ferai peut-être une vidéo pour les quatre. Ouais, je pense que je ferai ça. Ou une vidéo complète de présentation pour les quatre formats. Et ces quatre qualités musculaires. Je ferai peut-être une vidéo sur la souplesse aussi à part. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, ça commence à être long, même si c'est complet. C'est vraiment une bonne vidéo. Ok. Avec les triceps comme ça. Vous ramenez la barre vers vous en avançant votre siège, en le montant. Très très important. Et c'est mieux de le faire, comme je vous ai dit, à un bras pour mieux sentir votre muscle. Et le fait de le faire à un bras, enfin, d'un membre, donc unilatéralement, ça va vous permettre d'avoir un meilleur afflux nerveux dans votre membre, dans le muscle que vous travaillez, et d'avoir plus de force, tout en sentant votre muscle avec l'autre main. Donc vous mettez votre main sur le triceps, tellement, bon, un peu comme ça. Là, vous pouvez le sentir, j'étends mon bras. Bon, avec l'exercice en soi et la machine, vous pourrez pas forcément mettre votre main pour sentir, mais c'est toujours intéressant de connaître cette astuce quand vous travaillez en unilatéral pour, euh, pour les pecs, en fait, surtout pour les pecs. Pour les jambes, voici pour les jambes quand vous êtes assis, pour le leg curl, ouais. Pour le leg curl, en fonction de votre position, vous pouvez sentir un peu vos ischios sur le côté. Et surtout pour les leg extensions, vous pouvez mettre votre main sur la jambe qui travaille toute seule et sentir le quadriceps qui se contracte. Et je peux vous montrer. Voilà, grosse cuisse. Donc là, ok. Et vous pouvez mettre votre main comme ça, en même temps. Moi j'ai l'habitude de mettre la main posée au membre qui travaille. Je pense que c'est plus simple, c'est plus naturel pour moi. Peut-être que ce serait différent pour d'autres. Ok. Ok. Le triceps, je rappelle dips droit, extension couchée et dips à la machine, à un bras. Idéalement, en fait, tous les mouvements que vous pouvez faire à un bras, vous les faites, enfin à un membre, faites-les à un membre, toujours. Parce que vous aurez un meilleur développement, plus de force, plus d'endurance. Et une meilleure proprioception, parce que vous commencerez à sentir le muscle travailler, donc ça va vous aider à le contracter, petit à petit, en le sentant. Et donc les biceps, traction en supination, comme ça, les curls. Moi je faisais quoi? Je faisais du curl super incliné, donc presque couché, ouais, c'est ça, avec une rotation. Moi je faisais que des variantes en fait. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre mon sel. En fait, pour avoir un mouvement complet de contraction du biceps, idéalement curl, vous commencez avec une sorte de prognation exagérée. Vous commencez avec le bras, faites le mouvement de tourner votre main. Et en fait, vous voyez, ok, je tourne des deux côtés. Là, vous voyez que la supination correspond à une extrémité de la rotation.
L'autre extrémité correspond à une sorte de pronation extrême, avec la main sur le côté. En fait, vous allez commencer votre mouvement avec votre pronation extrême. Donc l'haltère, vous allez la tenir comme ça. Je sais que personne fait des vidéos de musculation en parlant de ce mouvement-là. Parce que personne fait ça en fait. Personne fait ça sauf moi. J'ai envie que d'autres personnes sachent le faire. En fonction de, vous pouvez tenir ou pas l'haltère, hein, bien sûr avec le pouce au-dessus, à tester. Bon là je ne le mets pas parce que je tiens du sel, mais je pourrais le faire. Est-ce que je le faisais? Ah non, je ne tenais pas l'haltère pour faire des curls aussi. Je ne la tenais pas. Vous commencez comme ça, avec le bras en bas, et vous allez remonter. Remonter, en fait vous allez faire le mouvement de remontée du bras, de flexion, en faisant en même temps la rotation. La rotation du bras. Et ça, c'est un mouvement de contraction et de rotation complète du biceps. Donc concrètement, j'appelais ça le curl complet. Moi je le faisais sur un banc incliné. Donc le curl complet. Comment j'ai eu cette idée-là? Grâce à l'anatomie, une vidéo de Fred Delavier et Michael Gundil. Ils sont très connus et je vous les recommande pour tout ce qui est guide des mouvements de musculation. Le curl complet, c'est ça. Ok. Là je suis en pronation extrême. Comme ça. Vous pouvez même exagérer le retour, c'est-à-dire que vous pouvez, en fonction de votre bras, exagérer la supination. Donc, au lieu de finir comme ça, vous pouvez finir comme ça. Bon, moi j'en suis là. Finir comme ça, en exagérant vraiment. Tac, tac, donc tac, tac. Là, vous serez bloqué par l'épaule. Voilà, donc ça c'est le curl complet, sur le banc incliné. Meilleur exercice d'isolation du biceps que j'ai inventé, que j'ai retrouvé, je sais pas, avec la mémoire collective de je sais pas où. Et bon, voilà, pour moi j'ai inventé. Donc le curl complet, idéalement sur banc incliné, donc sur banc incliné comme ça. Vous rétractez les omoplates, vous les fixez comme ça. Haltère, pronation extrême. Ça c'est le mouvement parfait. Commencez très léger, par contre, faites très attention à vos mouvements. Ne forcez pas, ne mettez pas de charge lourde. Vraiment. Et faites attention à la technique, à l'exécution. La partie qui travaille. Attendez, comment dire ça? La partie du mouvement qui ressent la charge. Donc, pour le curl, c'est ça. Pour les pompes, c'est le moment où on pousse. Pour les tractions, c'est le moment où on tire. La partie du mouvement qui travaille, faites-la toujours le plus vite possible. Travaillez de façon explosive. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ferai une vidéo par rapport à ça. Faites-le le plus vite possible. Même si vous débutez. Mais très très léger. Prenez des charges légères. La plupart des gens font l'inverse. Ils prennent des charges lourdes et ont une technique à chier, nulle. Ils font tout lentement. Ou alors ils font par exemple pour une pompe, ils font ça. Ils descendent lentement comme ça. Non les gars, les deux parties du mouvement ne doivent pas aller à la même vitesse, mais je ferai un topo là-dessus dans d'autres vidéos. Les deux parties du mouvement sont dissociées. Et donc la phase qui travaille doit être rapide. Ça peu importe, en tout cas avoir la volonté d'être rapide, même si la charge est plus lourde après. Peu importe le type de format et le type de qualité musculaire que vous recherchez, commencez toujours par des charges légères. Commencez avec des haltères de 5. Ouais, commencez avec des haltères de 5 kg, tiens.
Commencez avec des haltères de 5 kilos, littéralement les gars, pour maîtriser la technique. Parce que là, je vous montre une technique de fou. Les gens, les gens sur Internet se pavanent avec la charge et la croissance musculaire. Mais les gars, le plus important dans le sport, c'est la technique. Là, je vous ai montré une technique de niveau... j'ai jamais vu ça en fait. Parce que je l'ai inventé. Mais en vrai, c'est un niveau... Niveau élite, niveau pro là. Niveau pro, je vous montre une technique de pro. Donc, maîtrisez la technique. Essayez toujours, à chaque séance, d'améliorer votre technique aussi. Donc, la partie, donc règle d'or, la partie du mouvement qui travaille, faites-la le plus vite possible. Au départ, avant d'aller à la salle. Est-ce que c'est bon? Ralentissez la partie du mouvement qui ne travaille pas, en essayant de sentir les muscles, de tous vos muscles, comme un gainage. Ça, c'est qu'au départ. Ok. Troisième point. Travaillez toujours léger, très 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 léger quand vous commencez un exercice. Quatrième point. Essayez toujours à chaque mouvement, à chaque séance, à chaque série, à chaque répétition, d'améliorer votre technique, de mieux sentir vos muscles et de chercher des points qui font que vous pourriez améliorer votre technique. Donc peaufiner, modifier votre technique. C'est comme ça que j'ai créé le curl complet. C'est comme ça que j'ai créé l'élévation couchée. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit pour l'activité physique intense, en tout cas pour la salle. Donc pour les autres sports. Je n'ai pas trop détaillé en fait parce que je ne pratique pas. Mais forcément ça contribue à augmenter votre activité physique et à avoir une dépense plus importante, donc à augmenter votre métabolisme total. J'ai fait une énorme parenthèse sur le sport, la musculation, le bodybuilding, parce que c'est ce que j'ai pratiqué le plus longtemps dans ma vie. En dehors de ça, j'avais des circuits training de l'armée, mais bon, on va faire le pas là, on va faire l'impasse là-dessus. La vidéo est déjà assez longue. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le cardio en circuit training. Sur la course à pied aussi, je ferai d'autres vidéos. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, l'activité physique intense, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter votre métabolisme basal parce que la dépense que vous allez exercer va être énorme. Putain, grosse vidéo là. Elle va être très très grande. Et par le biais de la croissance musculaire que vous pouvez et que vous allez générer par le biais du sport, donc surtout par la musculation et par un certain type de format d'entraînement. Pas que la musculation. L'hypertrophie musculaire, donc la génération de muscles dans votre corps, de tissus musculaires dans votre corps, va faire que votre corps va demander plus d'énergie pour être soutenu et pour être maintenu. Donc littéralement, une personne de votre poids, du même poids, qui fait le même poids que vous, peu importe la taille, soit plus grande, plus petite, qui est plus musclée, aura un métabolisme basal en général plus élevé, en retenant seulement ce critère-là. Donc aussi, un point pour augmenter le métabolisme basal, être musclé. Être plus musclé. Voilà, c'est un point important. Devenez plus musclé, les gars. Devenez musculeux. Voilà, comme ça. Faire le kiki. Donc, littéralement, le muscle vous fait brûler de l'énergie. Et vous maintient plus sec. Vous allez remarquer que si vous vous entraînez pendant un long moment, votre corps, sans chercher à perdre du poids, va devenir de plus en plus fit, de plus en plus fin. Pourquoi? Parce que vous allez maintenir cette masse musculaire, vous allez l'augmenter, et naturellement, vous allez créer un déficit entre votre maintenance totale et votre apport calorique. Donc vous allez vous affiner de plus en plus au fil du temps et au fil des années. Ça, c'est l'effet qui se coule du muscle. Voilà. Le contre-coup de l'exercice intense, soit la musculation ou autre sport, c'est que ça va beaucoup vous fatiguer. C'est pour ça qu'il faut savoir doser, littéralement, et
savoir quand implémenter ces séances-là par rapport à votre vie générale, par rapport à votre vie personnelle, vos envies, quel sport vous souhaitez pratiquer, à votre famille, est-ce que vous avez le temps? Si vous avez le temps par rapport au travail aussi, par rapport à votre nuit de sommeil, est-ce que vous aurez le temps de vous reposer, d'aller travailler en étant en forme? Est-ce que vous aurez le temps de faire vos pas, qui sont plus importants, je vous l'ai dit? Est-ce que vous allez pouvoir gérer tout ça? Est-ce que vous allez pouvoir gérer votre temps et votre fatigue en soi? Si vous arrivez à faire vos 10 000 pas par jour, vous avez encore de l'énergie, encore du temps, ok. Pratiquez un sport, sinon c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, vous allez devoir compenser par d'autres choses. J'ai pas envie vraiment que vous ayez des compulsions par rapport à ça, que ce soit par rapport à la malbouffe, aux drogues, au sexe, à la masturbation, l'éjaculation, au dénigrement des autres, au harcèlement. Tous les biais négatifs que vous pouvez imaginer. Je sais pas, des conduites de fou aussi avec la voiture. Tous les comportements déviants. J'ai pas envie que vous tombiez dans un biais comme ça, parce que vous êtes trop fatigué et que vous cherchez à compenser par l'activité. Ne compensez jamais. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Donc si vous avez les moyens énergétiques et temporels de faire du sport, faites du sport. Et si vous en avez envie, sinon ne faites pas de sport. C'est pas obligatoire. Voilà. Donc, je pense que j'ai résumé le dynamisme en soi, donc le dynamisme avec le métabolisme basal, l'activité légère et l'activité intensive, le sport. Voilà. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.